Bonjour et bienvenue dans notre émission Parlez-vous public, une émission proposée par VK en partenariat avec la Casden Banque Populaire, la banque coopérative de la fonction publique. Une émission dont le principe est simple, un thème, 3 invités et mes questions. Le thème que nous avons choisi pour cette émission est celui de l'inclusion. Une inclusion vue comme un idéal de société qui passe par l'éducation. Vaste sujet en 30 minutes, me direz-vous, mais notre ambition n'est pas de vous faire une conférence, elle est de susciter chez vous une envie, l'envie de vous intéresser à ce sujet de la société inclusive grâce à 3 regards, à 3 invités que je m'empresse de vous présenter. Béatrice Laurent, vous êtes responsable de syndicat national de l'UNSA Éducation, en charge des politiques éducatives. Oui, je précise que l'UNSA, bonjour, je précise que l'UNSA Éducation fédère 23 syndicats qui représentent une 60aine de métiers, tous au service de l'éducation, de la formation et de la jeunesse et tout au long de la vie. Par ailleurs, vous êtes professeur des écoles et formatrice de jeunes enseignantes et enseignants à l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation à Besançon, au cours de leur master. C'est ça. Serge Ebersold, sociologue, professeur au CNAM, titulaire de la chaire Accessibilité. Une expérience internationale à travers des collaborations avec la Commission européenne, l'OCDE, l'ONU et l'Agence européenne pour l'éducation adaptée et inclusive et de nombreuses universités étrangères. Je précise aussi que vous avez publié divers ouvrages. Je cite les 2 derniers, l'accessibilité ou la réinvention de l'école, chez Ist Éditions, et l'école inclusive, privilèges ou droits, chez PUG, PUG, je précise, étant grenoblois, que ce sont les presses universitaires grenobloises. Bonjour Serge. Maya Agege, vous êtes déléguée générale de l'Association française des managers de la diversité, l'AFMD, vous y êtes depuis 11 ans, mais déléguée générale depuis octobre 2016, si je ne me trompe pas. C'est une association qui réunit des managers soucieux et soucieuses de gérer au mieux la diversité de leur collectif et de travail. C'est un réseau d'espaces, d'échanges, de laboratoires d'idées, et qui réunit aujourd'hui environ, je crois, 165 organisations dans lesquelles il y a aussi bien des entreprises que des collectivités locales, des universités, des assos, des grandes écoles. C'est ça. Voilà. Bonjour Maya. Bonjour. Et merci à tous les 3 de vous prêter avec moi à cet exercice. Voilà, alors Serge Ebersold, pour commencer avec vous, dans vos travaux, vous faites le lien entre la question de la société inclusive et la redéfinition du fait collectif, un fait collectif qui dissocierait l'individu et son environnement. À la place d'une ambition, je dirais, intégrative traditionnelle, vous prenez le fait de placer les personnes, à tout âge de la vie, en position de s'approprier et d'exercer leurs droits. Alors, la question que je me pose, c'est de savoir si cela ne mène pas de profondes réorganisations globales, mais particulièrement sur l'éducation, voire à une réinvention de l'école, comme vous le citez d'ailleurs dans un de vos ouvrages. Alors, ce qui est intéressant avec cette notion d'inclusion, c'est que généralement, on la ramène à la question du handicap. Or, on se rend compte que la question de l'inclusion dépasse largement la question du handicap. Elle renvoie à une nouvelle conception de l'imbrication entre les individus et la société, une nouvelle manière de faire société. C'est-à-dire que la société de la connaissance dans laquelle nous sommes s'organise autour d'une anthropologie de la participation sociale qui admet que tout individu est autonome, que tout individu est en position de s'impliquer activement dans le bien-être et le développement de la société. Et ce qui fait que l'enjeu autour duquel se joue la cohésion sociale, autour duquel se joue l'appartenance sociale, a radicalement changé, puisque les sociétés trouvent leur bien-être économique et leur possibilité de développement dans l'engagement de tout un chacun. La société salariale associait la société à un rapport dialectique entre un corps et des individus. Le corps social assumait une responsabilité à l'égard des plus faibles, des plus démunis, ceux-ci s'engageaient à se rapprocher des normes. Là, on est dans une conception différente puisque c'est la participation et l'engagement de tout un chacun
dans le développement et le bien-être de la société, qui va faire cohésion sociale, qui va faire lien social. Et c'est à ce titre-là que plutôt que de se penser intégrative, la société se pense inclusive. Il s'agit moins d'intégrer les personnes qui se trouvent à la marge que de permettre à tout un chacun de s'engager. Et c'est là, me semble-t-il, que se joue une reconfiguration relativement importante du rôle des services publics, puisque leur rôle est peut-être plus d'être au service du public. C'est bien ce glissement de perspective qui me paraît relativement important et qui touche aussi l'école, puisque de nombreux travaux montrent que les missions de l'école ne consistent plus prioritairement à instruire les élèves accueillis, mais à les armer, les outiller pour qu'ils se protègent face aux vicissitudes de la vie. Le socle commun des compétences et des connaissances constitue une promesse faite aux élèves qu'à l'issue du collège, ils maîtriseront un certain nombre de compétences qui leur permettront de s'inscrire professionnellement, qui leur permettront de s'inscrire socialement. Donc le rôle de l'école consiste non seulement à transmettre des savoirs, mais aussi à construire des parcours à travers lesquels les élèves, à l'issue de leur scolarité, vont être à même d'avoir un certain niveau de qualification et maîtriser certaines compétences. Ce n'est pas spécifique à l'école, ça concerne aussi, si vous voulez, les administrations, puisque un des enjeux majeurs, me semble-t-il, à l'heure actuelle, c'est de veiller à prévenir le non-recours. Parce qu'à partir du moment où on admet que ce qui va faire société, c'est l'engagement de tout un chacun dans le bien-être économique et social, l'enjeu, c'est que les personnes soient en position de faire valoir et d'exercer leurs droits. Et quand on parle de droits, ce ne sont plus les droits tels qu'ils se sont développés en 1945, le droit de la sécurité sociale ou le droit du travail, qui sont des droits qui protègent a priori et collectivement. Ce sont des droits individuels, des droits fondamentaux dont les individus sont porteurs. C'est-à-dire que le droit à l'éducation, le droit à l'insertion, les différents droits reconnus par la Convention des Nations Unies ou la Convention des droits de l'enfant sont autant de droits qui se concrétisent à travers la manière dont on va les inscrire dans des contextes. Et c'est cette contextualisation qui va permettre aux personnes d'exercer leurs droits. Et c'est à ce titre-là que un des risques, c'est qu'effectivement, les personnes ne recourent pas aux droits qu'on leur reconnaît. Et l'inclusion, c'est en cela ce qui va permettre de garantir tout un chacun la possibilité d'exercer ses droits et de s'engager dans la société sans aucun risque de discrimination. Alors, Béatrice Laurent, vous êtes secrétaire nationale d'une fédération qui porte un projet éducatif de société. Donc j'imagine que ce serait intéressant de vous écouter, d'écouter vos réactions aux propos de Serge Ebersol, d'abord réagir à ça, et puis quel diagnostic vous portez sur la mise en place d'un idéal d'inclusion dans l'éducation et surtout quel changement doit-on mettre en place? La première chose qu'on peut dire, c'est que effectivement, inclure, c'est le contraire d'exclure, et qu'une société inclusive, c'est forcément une société qui éradique toute forme de discrimination. On peut dire aussi qu'un enfant, quand il entre à l'école, dès l'école maternelle, c'est là où il va rencontrer la diversité. Il va sortir de son noyau familial, il va rencontrer des pairs, il va rencontrer autrui, et il va se confronter à la diversité. C'est là aussi qu'il va rencontrer, pour la première fois peut-être, à partager avec d'autres les valeurs de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité. Égalité, fraternité, ce sont des valeurs qu'on va lui faire partager dans le système scolaire, et c'est ce qui va faire
c'est ce qui va constituer sa citoyenneté et qui va faire qu'il va pouvoir accepter autrui et vivre ensuite dans une société qu'on espère sans discrimination. Alors évidemment, c'est encore un idéal, on ne l'a pas encore atteint collectivement, mais le monde de l'éducation y prend sa part. Et moi, je voudrais dire qu'en fait, la société ne pourra atteindre cet idéal d'inclusion qu'en passant par l'éducation, en passant par les jeunes générations à qui on va faire vivre les processus inclusifs pour qu'ils puissent les incorporer et que ça devienne naturel et que ce soit comme ça qu'on grandisse à l'école et ailleurs. Mais je voudrais aussi préciser que le temps de l'école, ce n'est qu'un temps éducatif de l'enfant et que la société inclusive, elle ne peut reposer uniquement sur l'enjeu de l'école inclusive. Il faut bien prendre en compte tous les temps éducatifs de l'enfant. Éduquer un enfant, c'est vraiment une affaire de complémentarité. Et dans mon organisation, à l'UNSA Éducation, on travaille avec une 60aine de métiers, vous l'avez dit dans votre présentation. Et dans cette complémentarité, il faut vraiment aller chercher toutes les responsabilités et les faire travailler ensemble pour réussir à éduquer un enfant dans tous ces temps. Parce que le temps de l'école, ça va être 6-7 heures dans la journée, mais il y a aussi le temps des vacances et on peut rencontrer des animateurs de centres de loisirs, de colonies de vacances qui vont aussi devoir faire en sorte que tous les enfants soient inclus dans ces temps-là, mais aussi des éducateurs culturels ou des éducateurs du secteur médico-social ou des éducateurs de santé. Et qui plus est dans le domaine du handicap ou dans le domaine des besoins éducatifs particuliers, parce que c'est aussi comme ça qu'on nomme les choses dans le grand système éducatif français, eh bien, il y a vraiment besoin d'une complémentarité autour d'un enfant et ne pas faire reposer sur la seule responsabilité des enseignants et des enseignantes cet idéal d'inclusion. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Et ce qui perturbe beaucoup le système scolaire, c'est que depuis quelques années, on a un objectif qui nous a été donné de 100% école inclusive. Nous, à l'UNSA Éducation, on aimerait vraiment que ce soit 100% éducation inclusive. Et quand on dit éducation, on englobe un collectif et on n'englobe pas seulement la responsabilité de l'école. Alors évidemment, ça pose beaucoup de soucis aux professionnels de l'éducation parce que ça bouscule les habitudes, ça bouscule les métiers, parce qu'il faut apprendre à travailler avec toute la diversité des enfants. Et notre modèle, dans le système scolaire, il est basé sur une classe d'élèves avec 20, 25, 30, voire 35 élèves en lycée et un seul adulte en face. Et c'est le modèle qui existe depuis la nuit des temps et c'est ce modèle-là qui est vraiment bousculé par le système que nous impose maintenant l'inclusion. Alors, avant de vous passer la parole, Marie-Agès, une question, en relisant des textes écrits par vous, Serge Ebersol, j'avais noté cette possibilité, un autrement capable, que vous proposiez, c'est-à-dire penser une école, si j'ai bien compris, c'est penser une école inclusive hors des normes usuelles, si je puis dire. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui peut, d'une certaine manière, rassurer les professeurs et les élèves ? Très brièvement, autrement capable, qu'est-ce que ça signifie? Et puis peut-être votre réaction. Mais très brièvement. Oui. Il est paradoxal pour un système éducatif de devoir conjuguer performance et prendre en considération les plus vulnérables. Et c'est d'autant plus paradoxal, si vous voulez, que les enseignants ne sont pas outillés pour penser l'élève comme un élève. C'est-à-dire que c'est un élève dans le besoin, c'est un élève en difficulté, c'est un élève inadapté. Et par là même, les enseignants n'arrivent pas à penser l'élève comme un élève d'abord. Et donc à faire les petits pas de côté, leur permettant de différencier leurs pratiques pédagogiques et de prendre un peu de distance avec la forme scolaire. C'est là que l'autrement capable me paraît intéressant parce que ça permet non pas de mettre l'accent sur les difficultés de l'élève, mais sur l'autrement apprendre. Et cet autrement apprendre permet à l'enseignant de visibiliser un autrement enseigné.
Oui, je pense qu'il faut vraiment que ce soit possible, rendu possible dans la formation initiale des enseignants et des enseignantes, mais aussi dans la formation continue, parce que ça bouscule vraiment le modèle traditionnel. Et puis, on n'oublie pas que nous avons un système éducatif où il y a beaucoup de pression, la pression des programmes, la pression du diplôme, la pression de la réussite. Hein. On nous parle beaucoup de parcours d'excellence, d'égalité des chances. Donc finalement, toute cette pression repose sur l'ensemble des professionnels qui ont en charge les enfants. Et il faudrait que collectivement, effectivement, ce soit possible de penser autrement et de se dire qu'il y a des parcours qui sont différents et que tous n'ont pas le même parcours, mais que chaque enfant, chaque jeune va vers sa réussite. Non pas vers une réussite qui serait une réussite la même pour tout le monde, mais vers sa réussite. Si ma réussite, c'est de réussir en terminant avec un CAP de plomberie parce que j'y ai trouvé une passion. C'est ma réussite. C'est ma réussite, voilà. D'accord. Maya Gege, on parle d'inclusion, mais d'inclusion tout au long de la vie. Enfin, on l'a dit à plusieurs reprises. Dans le cadre de votre association, vous faites le pont entre la recherche, d'une certaine manière, et le terrain. Quelle est votre vision, vous, très courte, évidemment, d'une société inclusive, et surtout quels en sont les enjeux, et de quoi on parle quand on parle de démarche inclusive? Alors, nous, ce qu'on a vu, en effet, on fait le pont entre la recherche et le terrain. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on va rassembler dans une salle des entreprises publiques et privées et des chercheurs, et on va essayer de comprendre ce qui se joue dans les organisations pour qu'il y ait justement, là, on l'a fait pour la notion d'inclusion, on s'est dit, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire faire de l'inclusion dans une organisation, dans le monde du travail? Donc c'est des travaux qu'on a menés avec Pete Stone et Patrick Charniski, avec 13 membres de l'association Grand Petit, public-privé, comme je l'ai dit, et Grande École, université également ont participé à ce travail-là. Parce que ce qu'on voulait, c'était aussi essayer de comprendre ce que pourrait être l'inclusion à la française, et pas dans une vision un peu anglo-saxonne, qui est la vision qui est d'abord entrée dans le monde du travail, cette vision d'inclusion à l'anglo-saxonne. Et donc, je vais reprendre certains mots-clés que vous avez dit qui sont assez importants. Je vais vous les redire là. Donc, l'inclusion consisterait donc à organiser un collectif de travail afin que tout le monde puisse y participer. C'est un peu ce que vous avez dit. Et si je mets ça dans le monde du travail, ça voudrait dire que chaque employé se sent appartenir à l'organisation, se sent capable de prendre la parole, d'exprimer ses opinions, de contribuer en fait au collectif et de contribuer à cet environnement de travail pour que celui-ci soit inclusif. Et donc, en effet, il y a la question de participation, il y a la question, comme vous le disiez, d'accepter l'unicité de la personne. La personne est telle qu'elle est, il n'y a pas de modèle sur ce point-là. Après, il y a cette théorie et il y a comment on l'applique de manière concrète, avec des dispositifs, des process, une façon de mener les réunions, et puis voilà, après on peut discuter de concrètement comment on transforme ça. C'est vrai que ça a un impact évident sur le management et les process RH. Ben, exactement, en fait, et je reprends ce que vous avez dit, et aussi un peu vous, Serge, on ne peut pas lancer une démarche inclusive sans reprendre les bases, qui sont les politiques de non-discrimination. Je vais vous donner 2 chiffres qui me semblent vraiment importants. Le premier, donc, on a mené avec la conférence des grandes écoles une enquête sur les stéréotypes de genre des étudiants et des étudiantes, pour un peu comprendre quels étaient leurs choix d'orientation. Parce que ce qui nous intéressait, je pense qu'un des enjeux, c'est la mixité des métiers, par exemple. Et 58,3% de ces étudiants et de ces étudiantes constatent qu'ils n'ont pas les mêmes chances de choisir le métier, leur métier dans le futur. À côté de ça, les gens si je prends le deuxième chiffre, 8 femmes sur 10 disent avoir vécu des situations de sexisme au travail. Donc là, on a à la fois quelque chose qui se passe dans le cadre de l'enseignement supérieur et dans le cadre du travail. Si on ne met pas en place des politiques de non-discrimination, on ne peut pas faire baisser ces chiffres. On ne peut pas se dire que les étudiants et étudiantes pourront percevoir que je peux faire le métier de mon choix. Je peux choisir une orientation qui n'est pas celle choisie par ce qu'on attend ce que les personnes attendent de moi.
Et pareil, 8 femmes sur 10 qui sont victimes de sexisme, je pense que c'est un chiffre beaucoup trop élevé. Donc c'est un baromètre qu'on a mené avec l'initiative Stop. Et l'idée, c'est de faire baisser ces chiffres. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je réagis parce que pourquoi on fait des politiques de non-discrimination, pourquoi on fait des politiques d'inclusion, c'est la cohésion sociale. Et le deuxième enjeu fort, pour moi, c'est vraiment comment on fait cohésion sociale dans un collectif de travail et non pas dans une société, enfin, en plus, au-delà de la société. Parce que dans la société, on choisit où on vit, on choisit qui on est, on choisit avec qui on parle, on interagit, ce qui n'est pas le cas dans le monde du travail. Et donc faire cohésion dans ce collectif-là, pas naturel. J'allais dire, il y a un petit coup de pouce à avoir. Alors, j'aimerais à ce stade qu'on se tourne un peu tous les trois vers l'avenir, si je puis dire. C'est vrai on est tous conscients qu'on est dans une société qui s'organise, qui est à construire, avec des transitions nombreuses et dont on parle souvent, avec des crises qui commencent, qui se répètent et qui seront toutes de nature différente, donc imprévisibles. Comment est-ce qu'on peut concevoir... alors j'ai pris l'expression à un collègue journaliste, hein, je suis désolé, mais je la trouvais très bien. Comment concevoir un monde d'après exclusif, et ça à tous les âges de la vie, bien sûr. Il faut déjà qu'on puisse résoudre le problème qui se pose aux professionnels de l'éducation, parce qu'aujourd'hui, la société inclusive qui se vit dans l'école, c'est un souci de préoccupation majeure pour tous les collègues qui travaillent dans le système éducatif. C'est un souci qui parfois peut être un souci d'aller jusqu'à la souffrance au travail, mais c'est aussi de la souffrance de la part des familles et de la souffrance de la part des enfants qui seraient mal inclus, on va le dire comme ça. On a entendu récemment, à l'occasion de la rentrée, où on parle beaucoup de l'école, que des associations de familles s'insurgent contre le fait que tous les enfants ne sont pas encore inscrits à l'école, tous ne sont pas encore inclus, parce qu'on fait reposer la condition de l'inclusion sur l'accompagnement. Une aide humaine qui va aider les enfants à suivre leur parcours dans l'école. Et il n'y en a pas encore assez. Alors évidemment, on en a beaucoup embauché dans ces 5 dernières années, mais ce sont des métiers, donc un métier qui s'appelle AESH, accompagnant d'enfants en situation de handicap, sont des métiers qui sont encore peu reconnus, peu valorisés, et on a très mal rémunérés. Très mal rémunérés, et on a beaucoup de mal à embaucher. Et puis la conséquence, c'est que quand il n'y a pas d'AESH, il peut ne pas y avoir de scolarisation, donc il peut y avoir encore beaucoup d'enfants exclus d'un parcours de formation. Et donc, pour répondre à votre question, il faut déjà résoudre ces problèmes professionnels, accorder vraiment beaucoup plus de formation à l'ensemble des professionnels de l'éducation pour qu'ils puissent mieux incorporer et mieux faire de leur mieux pour réussir cette inclusion à l'école. On a vraiment besoin que l'employeur État comprenne ça et accompagne mieux et ne se contente pas de vanter la réussite de l'école inclusive par les chiffres qui augmentent. Il y a plus d'enfants inclus. Ils sont 400 000 aujourd'hui dans le système scolaire à être inclus, avec 125 000 accompagnants. C'est une réussite, mais ce n'est pas encore assez. Et puis surtout, ça ne parle pas du tout de la qualité de l'inclusion et de la qualité de l'éducation qu'ils reçoivent. Et inclure un enfant, ce n'est pas seulement une présence à l'école, c'est aussi sa participation et puis sa réussite, comme je le disais tout à l'heure. Et ça ne peut passer que par un meilleur accompagnement des professionnels. Et comme je le disais aussi tout à l'heure, la société elle ne deviendra pas inclusive si l'éducation n'est pas inclusive. Donc il faut vraiment mettre beaucoup de moyens pour la réussir mieux. Et les professionnels ont envie de réussir. Ils sont en tension entre une chose impossible à faire et l'envie de réussir parce que ça fait partie de leur métier. Donc il faut vraiment que l'employeur entende qu'il faut améliorer les choses. Avant de vous passer la parole, Serge Bersold, sur d'autres moyens que les moyens formation et financiers, etc. J'aimerais bien, à votre avis, Maya Gey, sur cette question
d'un monde d'après inclusif? Du coup, pour moi, il y a au moins 2 volets. Et je reprends d'abord peut-être le volet éducatif. Nous, on travaille plutôt avec l'enseignement supérieur, pas forcément les élèves plus jeunes. Pour moi, il y a un vrai sujet de peut-être mettre en place des modules d'enseignement pour les élèves et les étudiants sur les stéréotypes. Et pour que ces étudiants, notamment, encore une fois, je parle là du supérieur, puissent maîtriser, enfin prendre conscience et maîtriser ces stéréotypes, parce qu'on se rend bien compte au quotidien, par exemple dans leur choix, encore une fois, leur choix de métier, leur vocation, qu'il y a, j'allais dire, ils se brident, les étudiants se brident, ou en tout cas brident leur vocation. Plus les femmes d'ailleurs que les hommes. Oui, mais quand même, si on regarde par exemple les compétences, on a demandé à des milliers d'étudiants s'il y avait des compétences féminines et des compétences masculines. Dans 83% des cas, ils nous disaient non, les hommes et les femmes ont les mêmes compétences. Et quand on leur donnait une liste de compétences, d'un seul coup, ils les rangeaient dans du masculin et du féminin. Donc c'est pour ça que prendre conscience et maîtriser ces stéréotypes, c'est pouvoir se dire, je pense que les femmes ont plus d'écoute, mais c'est pas pour ça que je vais voir la personne en face de moi comme une personne avec plus d'écoute. Donc pour moi, il y a ce vrai enjeu pour concevoir une société inclusive de maîtriser ces stéréotypes. Et puis, donc par exemple, un module d'enseignement, mais il y a peut-être plein d'autres objets. Et puis le deuxième point, c'est dans le monde du travail. Si on prend des choses très pratico-pratiques, tout à l'heure vous parliez de remettre à plat les process RH. Je pense par exemple à se poser la question de comment on rédige une offre d'emploi, comment on rédige une fiche de poste, comment on pense les compétences lorsqu'on fait le recrutement. Bon, ça c'est pour la partie recrutement, ou comment, j'allais dire, on communique sur ces offres. Est-ce qu'on communique vraiment partout Comment on construit les jurys dans la fonction publique. Comment on construit les jurys, exactement. Et pareil, sur la question des carrières, comment on construit des comités carrières, qui est dans ce comité, comment sont jugées les personnes, est-ce qu'il y a autant de temps pour les femmes que pour les hommes quand on fait les revues, etc. Donc ça, c'est des choses très pratiques, et qui reviennent à vraiment la base de remettre à plat ces process RH. Alors, on a parlé effectivement des moyens nécessaires, qu'ils soient financiers, qu'ils soient de formation. Vous en avez évoqué d'autres. Serge Ebersol, quand on avait préparé cette émission, vous évoquiez des moyens symboliques et des formes de reconnaissance. À quoi est-ce que vous faisiez allusion ? La non-discrimination suppose accessibilité. Et il me semble intéressant de considérer l'accessibilité comme une propriété sociale que nous possédons, grâce à laquelle nos possibilités de participation sociale se trouvent protégées et à travers lesquelles nous sommes placés à égalité de chances. Et je pense que penser l'accessibilité comme une propriété sociale, c'est conjuguer le droit à, que nous reconnaissent les pouvoirs publics, avec le droit de, qui consiste à exercer le métier d'élève, être à parité de participation. Et c'est là que la notion d'accessibilité me paraît extrêmement intéressante, parce que la notion d'accessibilité peut être intéressante lorsqu'on analyse les pratiques des professionnels qui travaillent avec des publics vulnérables ou des enseignants. L'accessibilité peut protéger les pouvoirs d'agir. C'est-à-dire que l'accessibilité a une fonction de conversion qui consiste à aller au-delà de l'attribution de moyens comme les AESH ou les ordinateurs. Le nombre d'élèves à besoins éducatifs en situation de handicap a été multiplié par 3, le nombre d'AESH par 9. Comme si les AESH étaient une fin en soi. Or, un des enjeux, c'est que les AESH protègent le pouvoir d'agir de l'élève, mais aussi de l'enseignant. Et c'est là qu'un des enjeux, c'est d'aller au-delà de la compensation, aller au-delà de l'attribution des moyens, pour s'interroger sur l'effet capacitant des pratiques. En quoi l'enseignant est-il à même de faire ce qu'il est censé faire ? En quoi le collègue de travail est-il à même de prendre en considération la diversité ? En quoi la personne concernée est-elle à même de faire ce qu'elle est censée faire ? L'autre enjeu de l'accessibilité, c'est la protection du vouloir d'agir.
Parce qu'effectivement, on nous reconnaît un droit à la participation, mais ce n'est pas pour autant qu'on a envie de participer. Et c'est là que prendre en considération les savoirs d'usage des personnes, les savoirs d'usage des femmes, les savoirs d'usage des enseignants, des personnes vulnérables, c'est ce à travers quoi on va pouvoir construire un prendre place. Et enfin, il y a une troisième fonction de l'accessibilité, et je vais m'arrêter là-dessus, c'est ce que j'appelle une fonction de sécurisation. Nous avons tous des capacités différentes. Mais l'enjeu, c'est que les soutiens, les aménagements nous mettent à équivalence de pouvoir d'agir. C'est-à-dire que dans des contextes ou des situations données, nous soyons tous à équivalence de pouvoir d'agir, alors que nous avons des capacités différentes. Et c'est à travers cela, si vous voulez, que l'égalité peut être réelle et l'égalité des chances peut effectivement être un objectif apparaissant réaliste pour les uns et pour les autres. Ça dépasse largement la question des moyens financiers, parce que ça renvoie à la question du sens. En tout cas, on retiendra de vos propos que l'inclusion, c'est un sujet éminemment et fondamentalement politique. Je pense, et que si on réfléchit à la société qu'on souhaite construire, il faudrait que ce soit intégré, je dirais, dans la plupart des politiques publiques qui sont développées nationalement et sur les territoires. Merci infiniment à vous trois. Merci à la Casdin Banque Populaire, la Banque coopérative de la fonction publique, de nous avoir permis de faire cette émission. Et à bientôt.